Hi, everyone. Thank you for being here. And I know, don't feel awkward about eating your lunches at the same time. We are hoping for a table vibe. Merci à tous. Je sais que c'est assez étrange de pouvoir prendre votre lunch tout en écoutant la conférence. Merci en tout cas de nous avoir rejoints pour ce lunch. Je ne vais rien dire de plus que vous présenter Felicia Djandi. Il y a quelques années, Plan Canada a eu ce programme fantastique qui s'appelle les Girls Belong Here, les filles appartiennent ici. Et cela vous fournira une opportunité pour partager les idées dont Felicia est ma co-présidente, mais du fait de la pandémie de notre organisation, nous n'avons pas pu partager le parterre, donc elle sera avec moi dans quelques minutes et je voudrais surprendre l'équipe, mais vraiment, je n'ai pas pu la surprendre. J'ai eu le grand privilège de la connaître depuis quelques années, co-mentor en termes de relations. Donc, Felicia, je vous cède le micro. Merci à toutes et à tous. Merci Julia pour créer ce lien avec moi. Donc, dans la période de post-pandémie, merci de me recevoir. J'ai reçu le prix, un prix de la jeunesse, c'est extraordinaire. Donc, merci au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Donc, on revient donc du déjeuner. Donc, bon appétit. Donc, le prochain invité. Donc, ministre Sajid qui va donc se joindre avec nous, avec Chris Tanis, qui est directeur exécutif d'une organisation de base, donc une organisation de plaidoyer qui tente de lancer les politiques permettant d'en finir avec la pauvreté, également au comité directeur. Elle dispose de plus de 25 ans d'expérience dans le travail pour la justice sociale au niveau local et international. Elle avait été directrice des relations internationales chez Nutrition International. Elle a également travaillé comme consultante en soutenant un certain nombre d'organisations, d'ONG. Elle a également occupé des postes de fonctionnaires en politique et au Parlement, en plus d'être dans le comité directeur de Cannes CFE. Elle travaille également pour l'initiative internationale pour la santé des enfants non-voyants. Asijal est donc le premier membre élu de Parlement pour la région de Vancouver. Il a été ministre de la Défense de 2020-2021. Il a émigré au Canada, l'Inde, avec sa famille lorsqu'il avait 5 ans et donc a cru à Vancouver. Monsieur le ministre défend depuis longtemps la formation de la jeunesse ainsi que les programmes de mentorat tels que l'organisation à laquelle j'appartiens. En tant que membre des forces armées de Colombie-Britannique, il a été déployé 2 fois à l'étranger. Il vit depuis longtemps à Vancouver avec sa femme et ses enfants. Donc, je dois m'assurer d'avoir tout bien mentionné avant de finir. Le ministre du Développement international est en charge de l'Agence de développement du Pacifique, donc sous l'autorité de Justin Trudeau en 2021. Je suis sûr que vous allez adorer ce débat en abordant les questions chaudes, notamment sur les questions de santé et de féminisme. Soyez tous les deux les bienvenus. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Donc, vous devez vous sentir âgé après une telle liste d'accomplissements. Donc, j'aimerais d'abord vous remercier d'être ici avec nous. Pour ceux d'entre nous et celles d'entre nous qui sont engagés en faveur de l'égalité et de la justice sociale, eh bien, on a l'impression maintenant que toute une série de crises internationales sont en train de converger. Et comme on le sait, ces crises n'ont pas un impact égal pour toutes.
Donc, on est encore dans une situation de post-pandémie avec un impact disproportionné pour les femmes et les filles, dans le cadre de laquelle les violences sexistes ont augmenté, donc augmenter les problèmes de pauvreté et de sécurité alimentaire. Là encore, les femmes en sont disproportionnellement victimes. La mutilation des conflits militaires, qu'il s'agisse de l'Ukraine, de la Syrie, du Yémen ou l'Afghanistan, fait poser représente un poids, un fardeau disproportionné pour les femmes et les filles, pour leurs droits notamment. Donc, face à cette situation, vous avez le travail important de poser le leadership et l'impact du Canada au niveau international. Nous aimerions vous soutenir en la matière, donc j'espère que dans l'occasion de soulever certaines questions chaudes, nous aimerions savoir davantage sur vos priorités, comment nous pourrions contribuer à certaines de ces priorités ou contribuer à les réorienter. Donc, pouvons-nous commencer? Monsieur le ministre, demain, cela fera 5 ans depuis le lancement historique de la politique et du système politique féministe. Ces 5 années ont été vraiment monumentales. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que cette initiative a atteint les objectifs qui étaient fixés? Et si on s'intéresse au programme à l'horizon 2030 et de développement à l'horizon 2030 des Nations Unies et la situation du monde, quelle est votre vision d'avenir? Merci de me recevoir ici. C'est ce genre d'interaction que je préfère. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque je regarde cette pièce ici, eh bien, je vois des gens qui peuvent faire la différence partout dans le monde. Et donc, mon masque cache ma barbe blanche, mais il s'agit de transmettre notre expérience pour permettre que les changements se produisent. Donc, merci pour cette occasion de m'adresser à vous, puisque un jour, je serai encore plus âgé, je vous verrai vous à la télévision et je pourrais dire, ah, j'ai rencontré ces gens il y a longtemps, donc voilà, merci de me donner cette occasion. Alors, si la politique vous parlez, eh bien, j'aimerais tout d'abord donc, en tant que membre du cabinet, donc j'ai participé au lancement de cette politique, une politique qui me passionne. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la sécurité et la défense il y a un lien direct avec le développement. Donc, j'ai vraiment eu le privilège de participer à cet effort. Et à peine hier, j'ai remercié cette femme pour le travail réalisé. J'ai rendu visite à certains de ses projets en constatant les progrès réalisés. En tant que ministre, vous financez les projets, vous lancez les politiques, et ensuite, on se demande toujours si ces projets vont fonctionner. Et après, j'ai pu constater vraiment l'impact extraordinaire des programmes qu'on a lancés sur le terrain. Qu'il s'agisse d'un impact direct en termes de droits des femmes, d'autonomiser les femmes dans le secteur privé. Ça a permis de démontrer que lorsqu'on autonomise les femmes partout dans le monde, eh bien, il y a un argument économique là. On peut voir les avancées économiques. On a pu constater ici au Canada un impact direct. Donc, mon rôle en la matière, c'est de voir comment transformer la situation et comment nous assurer que ce qui a été lancé comme un programme gouvernemental va se poursuivre. Il s'agit de réaliser les ajustements nécessaires afin de toujours parvenir aux résultats souhaités. Donc, nous avons appris un certain nombre de choses, par exemple, que la question du financement est un élément clé. Le 95% de nos financements en termes de développement international vont être des financements à l'attention des femmes. On tente de financer des programmes qui ont un impact direct pour les femmes. Donc des financements qui ont augmenté au cours des ans. Donc, un autre élément. Parlons de notre crise actuelle. Donc, chacune des crises qu'on a mentionnées ont un impact disproportionné pour les femmes, qu'il s'agisse de crises sanitaires comme le Covid. Et donc, je parle seulement de la situation au Canada, mais partout dans le monde.
et la crise de sécurité alimentaire que l'on vit actuellement, eh bien, on voit que dans ce type de contexte, ce sont les femmes qui mangent le moins. Et donc, il faut voir comment changer cette situation, puisque on a constaté que lorsqu'on réalise des investissements en autonomisant les femmes, eh bien, on parvient à des résultats bien meilleurs. Quelques petits exemples. Au cours de mon dernier voyage, j'ai pu constater un enthousiasme chez les femmes bénéficiaires qui ont non seulement pu commencer à alimenter leur famille, mais également le reste de leur communauté. Et donc, si on fait croître une chaîne d'approvisionnement autour de ce type de projet, on peut commencer vraiment à faire face à toute une série de problèmes qu'affrontent ces pays. Donc, lorsque l'on veut atteindre un objectif, eh bien, il y a des difficultés à affronter au niveau local, mais à affronter également les difficultés culturelles, bien comprendre le contexte culturel pour tenter de trouver la manière de contourner ces obstacles. Des exemples, il y a des exemples de ce qu'on a fait au Sénégal ou au Ghana, mais voilà, il s'agit d'adapter notre travail pour, là encore, parvenir aux résultats souhaités. Excusez-moi, vous parlez de vos voyages pour aller voir ce qui se passe sur le terrain et constater un véritable impact sur le terrain. Maintenant qu'on peut recommencer à voyager, c'est bien de pouvoir le faire, mais comme vous l'avez dit, dans un contexte toujours changeant des dernières années, eh bien, de nouvelles pressions, de nouvelles contraintes se produisent. Nombre d'entre nous sont conscients également de ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, on peut craindre les effets, les répercussions, le genre d'abus que l'on peut constater, des répercussions dans le reste du monde. Donc, les menaces en termes de la capacité des femmes à prendre leurs décisions, en ce qui concerne leur santé, leur bien-être, comment analysez-vous ces menaces? Oui, c'est vraiment triste. Des fois, on pense que les droits des femmes, les femmes ont tendance à se réduire dans des États non démocratiques, mais lorsqu'on constate que ces droits peuvent également commencer à être minés dans des démocraties, eh bien, c'est vraiment triste puisque nos démocraties sont normalement marquées par les droits humains et il s'agit de droits humains. Donc, on ne peut pas se contenter de dire que ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas notre problème. Il faut être très, très conscient de ce qui se passe. Il ne faut pas croire que c'est parce que ça se passe ailleurs, ça ne peut pas arriver chez nous. Il faut toujours se rappeler, il faut penser à nos propres difficultés ici, au Canada. Et là où il est très important que chaque leader, chaque organisation exige des comptes aux décideurs politiques en ce qui concerne les droits de santé reproductive. Donc, ça dépend aussi on dépend aussi de notre crédibilité dans le monde. Par exemple, les États-Unis, je vais être franc, les États-Unis vont avoir du mal à défendre leur action à l'étranger lorsqu'ils ont ce type de problème en interne. Donc, nous, en tant que Canadiens, nous pouvons soulever des problèmes. Le fait que les droits des femmes sont en recul, pas seulement aux États-Unis, mais dans d'autres pays. Nous devons envisager la situation dans tous les pays et tenter de nous assurer qu'il n'y ait pas de recul en termes de droits des femmes. Si un pays déterminé se considère comme une démocratie, on doit pouvoir exiger des comptes en termes de droits humains. Des exemples. Donc, une des choses que j'ai pu faire au sein de mon administration, c'est d'une grande première, mais on a fixé un exemple. Donc, il s'agit de défendre le fait que nos programmes, ce n'est pas la bonne chose à faire, mais c'est la bonne chose dans tous les sens du terme. Donc,
Bon, l'Allemagne commence à nous demander qu'est-ce qui a fonctionné pour nous. D'autres pays du G7 s'intéressent à nos politiques. Donc, et donc, il s'agit d'inciter justement d'autres pays à inscrire justement ceci dans leur propre politique. L'un de mes objectifs, c'est de consolider dans l'esprit des gens le fait que cette évolution ne va pas s'arrêter, que ceci va se poursuivre. Pensons au changement climatique. Avant, on parlait du changement climatique. On disait que ce n'est pas un sujet gagnant, un sujet politique, ou ça pose trop de problèmes au niveau économique. Mais aujourd'hui, tout le monde parle du changement climatique. Bien voilà, ça doit être en être de même concernant les droits des femmes. On doit défendre, nous exprimer et être extrêmement intentionnel dans notre manière de défendre les droits des femmes partout dans le monde. Et en défendant le fait qu'il s'agit de la chose juste à faire, mais aussi de la chose intelligente à faire, de faire avancer les droits des femmes. Au Kenya, il y a une entreprise, qui fait particulièrement bien les choses, qui est en contact avec 70 000 agriculteurs, dont le 70% sont des agricultrices. Le 95% des employés de leur usine sont des femmes. Cette entreprise a également placé leur usine près de là où vivent leurs employés. Donc, ils ont vraiment adopté une approche de genre. En prenant une décision en faveur de leurs employés, mais qui sont aussi des décisions intelligentes pour leurs propres activités en tant qu'entreprise. Donc, ça fonctionne. Donc, voilà, il y a des résultats positifs pour les employés, mais aussi pour l'économie. Donc, voilà. Et donc, voilà le genre d'exemple qui devrait permettre d'inciter d'autres pays à inciter les analyses basées sur le genre et donc, au bout du compte, mettre en place des politiques féministes chez eux. J'aimerais passer un peu à la question de la légalité des opportunités, mais avant cela, j'aimerais parler du travail rémunéré et du travail non rémunéré, un sujet dont on parle beaucoup dans le monde, que les femmes ont une responsabilité disproportionnée concernant justement les soins non rémunérés, ce qui représente un obstacle important à l'autonomisation des femmes, et notamment si on considère les objectifs plus larges du développement durable. Et donc, je pense à cette question. Et donc, beaucoup de femmes que j'ai connues dans le monde qui sont des prestataires de santé, par exemple en Bangladesh ou en Inde. Donc, et donc voilà. Donc, prestataires de santé qui souvent, la plupart sont des femmes, et des femmes qui sont souvent sous-payées ou pas payées. Et donc voilà, c'est ce que j'ai à l'esprit, l'économie des soins. Donc, la pandémie a mis en lumière davantage ce problème, mais encore une fois, comme je l'ai dit, la grande partie de ce travail, domestique et du soin des enfants était à la charge des femmes. Est-ce que le Canada contribue, comment est-ce que le Canada contribue à la construction d'une économie féministe qui tienne compte justement de cette inégalité concernant les soins? Au Canada, j'espère que tout le monde le sait, c'est que l'ensemble des territoires ont un programme concernant les soins des enfants. Donc, nous savons ce que nous devons faire. Mais on a également attribué un budget au niveau de notre coopération internationale pour soutenir les soins aux enfants ailleurs dans le monde. Au niveau personnel, il s'agit d'un sujet qui me concerne personnellement, puisque ma mère vient un hameau en Inde. C'est vraiment un village perdu au milieu de nulle part et un petit village d'agriculteurs. On n'avait pas d'eau courante à la maison, mais on était une famille. Mais ce que j'ai constaté quand j'étais petit, c'était l'impact disproportionné pour les femmes de la pauvreté. Je me rappelle que ma grand-mère devait 2 fois par jour aller 2 fois par jour ramener des grandes quantités, des charges importantes des champs. Donc,
ma mère, vu qu'il n'y avait pas de toilette, eh bien, les gens devaient aller dans les champs. Je me rappelle que ma mère se réunissait avec ses amis le soir, donc ils se rassemblaient. Mais c'était pas simplement, ces relations avec ses amis, c'était pas juste comme ça pour voir ses amis, c'était pour aller en fait aux toilettes ensemble et ne pas être en danger. Donc, et voilà, donc ensuite ma famille a émigré au Canada et ma sœur qui est plus âgée, plus sage que moi, mais en fait on se plaignait tous les deux. Moi j'avais environ 6 ans, ma sœur 8, et on se levait à 5 heures du matin tous les jours en été. Et on allait en fait travailler dans les champs toute la journée. Et en fait, on se plaignait tous les deux que tout ce qu'on faisait notre été, c'était de travailler dans les champs. Et ce que je ne réalisais pas, c'est pas ce que ma mère voulait faire. Ma mère, elle devait encore se lever 1 heure plus tôt pour préparer notre petit déjeuner, devait ensuite nous réveiller. Donc, et en me réalisant à quel point c'était difficile pour elle, mais voilà, on devait bien manger. Donc elle devait passer 12 heures à travailler dans les champs. Elle devait encore rentrer à la maison pour nous coucher, encore faire tout le nettoyage pour recommencer le lendemain. Et, et donc je me suis rendu compte à quel point ça aurait dû être difficile de devoir faire ça et également de devoir imposer ça à ses enfants. Donc lorsqu'on parle de travail de soins non rémunérés, eh bien, il s'agit de soutenir. L'impact qu'on peut avoir en aidant les familles en termes de soins, ça peut être un impact énorme. En donnant un peu d'aide à ces deux familles, bien, on peut constater vraiment les répercussions que peut avoir ce type d'aide. Lorsque une famille, tout particulièrement les mères, ont la capacité d'éduquer leurs enfants comme elles le souhaitent, eh bien, il y a beaucoup moins de problèmes qui se produisent. Donc voilà, les enfants vont beaucoup mieux, beaucoup moins de problèmes. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que tout ce qu'il faut faire, en fait, c'est permettre aux parents de s'occuper, le temps, la disponibilité pour vraiment s'occuper de leurs enfants. Donc lorsque au gouvernement, nous allons lancer des subventions parentales, des allocations parentales, eh bien, je me rappelle qu'une femme est venue me voir un jour et qui m'a dit merci, merci énormément pour ce que vous avez fait. C'était une mère célibataire. Et grâce à cette aide pour les soins de journée, bien, elle a pu travailler, elle a pu ensuite mieux s'occuper de ses enfants. Donc, imaginons simplement l'impact social et économique que ce type de mesure peut avoir. Donc, peut avoir des impacts importants travailler comme ça. Mais je crois qu'il s'agit d'un défi international. Comment créer un tel système au niveau international? Mon équipe va travailler là-dessus. Chaque pays pose un contexte différent, des difficultés différentes. Une difficulté que je rencontre toujours, mais j'ai beaucoup appris là-dessus lorsque je rends visite à nos équipes sur le terrain, c'est de bien comprendre la culture afin de comprendre quels sont les obstacles en termes de droits des femmes. Et on trouve toujours des solutions. Je vous donne un exemple. Au Sénégal, on a dit, on va aller rencontrer un groupe de maris. J'ai dit, bon, d'accord. Bon, il s'agissait d'autonomisation des femmes, mais on allait rencontrer un groupe de maris, d'époux. Donc, j'ai dit, bon, d'accord, mais je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Il s'agit d'un groupe d'hommes qui se réunit pour parler de l'importance des droits des femmes et de s'assurer qu'au sein des foyers, l'égalité existe. Et j'ai rencontré un de ces jeunes hommes qui était tellement enthousiaste. Il dirigeait un de ces groupes dans un de ces villages et il voulait vraiment, il était vraiment fier de nous montrer ce qu'il faisait. Et ce qu'on comprend par là, c'est l'importance, c'est la valeur que, donc l'importance de parvenir à l'égalité au sein des foyers, les raisons sociales, économiques et autres. Et donc vraiment, je voyais que cet homme, son visage était vraiment illuminé. Et donc, ce groupe ne se limitait pas au seul groupe. Il tentait également de convaincre le reste de la tribu. Donc, il faisait un effort pour
impliquer davantage d'hommes et au bout du compte, c'était les leaders de la tribu elles-mêmes qui encourageaient les autres hommes de la tribu à faire de même. Donc, on a créé ce type de groupe un peu partout dans le pays et à travers ces groupes, on tente justement de voir comment faire fonctionner notre initiative sur les soins non rémunérés. Et donc, lorsqu'on a commencé à obtenir ce type de résultats, on a commencé à montrer cet exemple dans d'autres pays. En montrant justement à ces autres pays, ben voilà quel est l'impact positif pour vous lorsque vous lancez ce type de programme. Donc, j'apprécie ce que vous dites. J'aime aussi le fait que vous donniez des exemples provenant de votre expérience ici à Vancouver, pas seulement du reste du monde. Effectivement, il y a quelques années, nous étions nombreux à être à Vancouver lorsque le Premier ministre a annoncé justement cet agenda et l'engagement d'1,4 milliard de dollars en faveur de ces programmes. Et donc, ma dernière question pour vous, quels changements seront nécessaires pour que le Canada passe à l'étape suivante en termes d'accomplissement de ses engagements en faveur d'un agenda féministe? Nous sommes déjà sur cette voie. La première étape, ça consiste à prendre la décision gouvernementale. C'est ce que nous avons déjà fait. Nous sommes le pays numéro 1 en termes d'égalité des genres. D'ailleurs, le Royaume-Uni s'est associé à présent à cet effort. Et ce que je fais normalement, lorsqu'on parle de santé, de sécurité alimentaire ou de climat, je dis toujours que tout ce que nous faisons passe toujours par notre approche féministe, approche politique féministe. J'aimerais conclure en vous donnant quelques exemples de pourquoi cette approche est un succès ailleurs dans le monde. Vous savez, j'ai beaucoup appris. Donc, comment choisir les endroits où nous pouvons avoir un impact maximum. Et donc, ce que j'aimerais faire à présent, c'est de m'assurer que nous disposions du soutien financier nécessaire pour consolider les programmes qui ont bien fonctionné. Et là où les programmes n'ont pas fonctionné, eh bien, réaliser les ajustements nécessaires pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc, l'engagement financier est là, la volonté politique est là et l'enthousiasme également là. Voilà ce que j'aime constater. Lorsque je voyage, j'aime vraiment constater le travail sur le terrain, constater vraiment l'enthousiasme. J'aimerais que vous puissiez voir mon visage maintenant. Malheureusement, ce n'est pas possible, mais à travers mon travail, je peux démontrer le travail en tant que gouvernement canadien, mais aussi les ONG canadiennes réalisent partout dans le monde. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos de ma visite au Soudan du Sud avec les agriculteurs, et donc voilà, ce qui se passait au Soudan du Sud, je suis enthousiasmé par notre projet, mais il s'agit vraiment d'un petit programme. Il y a un problème de sécurité alimentaire au niveau mondial, mais au Soudan du Sud, c'est extrêmement, un pays extrêmement fertile, un pays vraiment agricole. Il y a des parties du pays où il y a trop, ils ont des excès d'eau. Mais il s'agit également d'un pays où il existe vraiment une violence de genre omniprésente. La guerre civile, c'est les responsables du gouvernement qui souligne cette situation, vraiment une situation triste pour les femmes. Et je pense que maintenant, des fois, je crois qu'on doit être audacieux et vraiment pour dénoncer certains pays. On doit le faire davantage. Je me suis rendu dans un pays où nous financions un programme de sages-femmes pour un hôpital donné. Donc, les sages-femmes sauvent des vies. Donc, on était fiers de ce projet, mais en même temps, je me rappelais justement de tous les problèmes de violence de genre qui avaient lieu dans ce pays. Il y avait des représentants du gouvernement. Et à peine j'ai mentionné ce problème, et les femmes présentes ont commencé à m'applaudir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il faut soulever certains problèmes
lorsque personne ne le fait. Et voilà, ce que j'ai fait en dénonçant le problème, c'est leur donner une voix. Donc, c'est pas, il ne s'agit pas de menacer de ne pas financer le projet. Donc, nous sommes là pour financer les projets. Et nous sommes vraiment enthousiastes vis-à-vis de l'impact qu'on pourra avoir, mais nous devons être vraiment intentionnels et dans notre manière d'agir. Et, et donc ensuite, on m'a dit qu'un des fonctionnaires qui était ici présent, c'est quelqu'un dit, mais pourquoi est-ce que vous parlez de la violence de genre? Ce n'est pas un sujet pour nous. Mais le fait que moi, j'ai soulevé ce problème, eh bien, ça a permis aux gens pour qui c'était un problème de se sentir autonomisés. Et le vice-président, donc il y a un président, plusieurs vice-présidents dans le Soudan du Sud, et donc cette vice-présidente a commencé à parler de la violence de genre en disant, bon, on doit faire quelque chose. Et j'ai dit à cette vice-présidente, si vous établissez un plan, bien nous allons le soutenir. Oui, avec mon équipe, notre équipe de l'ambassade, on était disposé à financer. Elle était vraiment enthousiaste par l'idée que le Canada allait soutenir. Mais on l'a dit, on ne peut pas juste vous donner de l'argent, vous devez avoir un plan. Donc, ce qui s'est permis de faire, encore une fois, on a travaillé quelque part et de utiliser l'enthousiasme d'une personne donnée en la soutenant. Et une fois qu'on en parvient à un impact, eh bien, on peut démontrer cet impact en montrant comment on peut apprendre les uns des autres. International development is about preventing. Le développement international, il s'agit de travailler sur la prévention. Nous avons tellement de politiques d'assistance, parlons de sécurité pour la paix. Et lorsque il y a davantage de femmes impliquées dans les processus de paix, eh bien, les paix seront beaucoup plus durables. Si les femmes peuvent négocier, par exemple, Jacqueline Hill, qui est ambassadrice, qui a augmenté la participation de femmes diplomates, lorsque vous autonomisez davantage de femmes, eh bien, lorsque vous éduquez les femmes, lorsque vous donnez des ressources pour l'agriculture aux agricultrices, eh bien, les populations en tirent le plein bénéfice. On parle là d'opportunités. Lorsque les enfants et les familles ont des opportunités, il est difficile pour les organisations radicales de venir les recruter ou extrémistes les recruter. Les organisations exploitent ce que les gouvernements n'ont pas réussi à éradiquer. Et je soutiens parfaitement le fait que lorsque nous considérons le développement, on dit ah, c'est super, les Canadiens veulent s'impliquer. Et on voit pas vraiment l'impact significatif dans tout cela. Nous devons vraiment changer ce type de récit. Et lorsque l'on parle ici, tout ce que le monde fait, il s'agit vraiment de la prévention des conflits. Et imaginez, si nous nous concentrons là-dessus, combien de vies nous pourrons épargner. Parce que lorsque cela n'arrive pas, regardez ce qui se passe au niveau mondial. La guerre en Ukraine, par exemple. Encore une crise qui a un impact à l'échelle mondiale. Le Yémen, la Syrie, en Birmanie avec les Rohingyas. Donc, la raison pour laquelle ça me passionne, c'est que c'est du fait de la nature agressive sur la question des droits humains, les politiques ne peuvent venir en aide qu'à l'égard des personnes qui accèdent à ces politiques. Lorsque l'on parle de tout cela, eh bien, nous mettons tout en œuvre pour éviter les conflits à l'échelle mondiale. Parce que si l'on n'agit pas de la sorte, il y aura certainement des conflits à plus grande échelle et énormément de personnes vont mourir. Donc, nous devons agir. Merci le ministre dans la prévention des conflits, prévention de pandémies. Tous ces éléments qui ont été les catalyseurs sont particulièrement forts en matière d'autonomisation. Nous apprécions que vous puissiez apporter ce message féministe lorsque vous voyagez à l'échelle mondiale. Vous êtes
comme vous dites, un des champions en la matière. Et il est important d'augmenter finalement également cette enveloppe de participation. Merci en tout cas infiniment pour cette conversation, pour ces pensées. Parlons de l'impact de la pandémie et de la nouvelle pandémie. Et ce plan de financement disait le féminisme et les droits humains et les discriminations sont disséminés à l'échelle mondiale et nous devons exprimer la reconnaissance. Et la thématique de cette conférence qui est l'action communautaire de la communauté, et je pense que cela nous permet d'entamer des conversations et nous voulons vraiment participer pleinement à améliorer la situation et à désigner de nouveaux champions. Je veux juste rajouter quelque chose. Lors de mes voyages, lorsque je voyage à l'échelle mondiale, on parle de toutes ces politiques, mais l'éducation permet d'ouvrir les portes et de promouvoir de nouvelles opportunités et de provoquer de nombreux changements au sein des communautés. Alors, ma sœur a étudié à Burnaby, puis elle a fait un master à Harvard. Elle est sur le point de commencer une entreprise qui va rencontrer beaucoup de succès. Et la raison pour laquelle je peux expliquer cela, c'est qu'elle allait dans des petites écoles de village. Vous vous rappelez, ces petites écoles dont nous parlions, et il y avait un arbre, il y avait des petites salles de classe. Et lorsque je parle de cette histoire, je sais que c'est une histoire que tous les Canadiens comprendront, mais imaginez-vous, si quelqu'un devait la retrouver aujourd'hui, à l'époque, est-ce qu'ils auraient vu tout le potentiel qu'elle en a? La réponse serait que non. Mais si l'on regarde le travail, il s'agit bien de créer des opportunités. Et lorsque je voyage dans le monde entier, ce que l'on voit, c'est vraiment les opportunités. Si l'on pouvait donner ces opportunités à ces enfants, imaginez tout ce que l'on pourrait faire. Lorsque je vais visiter des camps de réfugiés, je vois énormément de potentiel. Lorsque je visite les écoles, lorsque mon père visitait des villages, également, nous apprenons énormément et d'où nous apprenons, nous sensibilisons sur l'importance de l'hygiène. Je dis à mon père, est-ce que tu peux revenir là-bas puisqu'ils ont besoin de financer des écoles? Comment peut-on s'assurer que tous les produits hygiéniques soient à disposition? Et dans certains points, bon, il n'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas, il faut procéder à des ajustements pour les petites écoles dans les petits villages. Quelquefois, on pense qu'il s'agit mais il s'agit d'une personne, d'une famille, d'une communauté, d'un village, et continuer à aller de l'avant. Donc, je vous encourage à toutes et à tous à ne pas avoir peur des tâches aussi dantesques que puissent-elles paraître, mais il faut vraiment travailler au bénéfice de tous. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, Chris et Monsieur le ministre, d'être ici, de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour cette conférence. On voit que vous avez un grand tissu de connexion et sur la faculté de connecter tout l'aspect financier et financement. Le Canada peut apporter certaines réponses. Quelquefois, nous avons les réponses. Nous savons que certains investissements dont vous parlez peuvent bénéficier. D'autres questions sous-jacentes concernent l'exploration et l'innovation qui doit avoir lieu au cours de cette année, qu'il y avait vraiment les bonnes personnes au bon endroit pour faire face aux défis et promouvoir ces actions. Donc, merci infiniment. C'est difficile de résumer autant d'intelligence. Merci.
vous participez vraiment au changement et l'investissement du féminisme et le développement international au niveau des communautés. Et au niveau international et au niveau social également, nous voyons la connexion tout à fait pertinente et cela permet de nous donner beaucoup d'espoir dans notre engagement, nos activités comme féministes et au sein de ma communauté. Et au niveau intentionnel, j'ai beaucoup apprécié vos interventions. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez été très inspirants. Et nous allons maintenant céder la place à notre prochain panel. Je vais vous demander malheureusement de devoir nous quitter.